Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. L'équipe des 4 Fantastiques est peut-être l'équipe de super-héros la plus connue de tous les temps. Apparue aussi bien en jeux vidéo qu'en comics évidemment, qu'en série ou encore en film, elle est omniprésente dans la pop culture depuis plus de 60 ans. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche ensemble sur une de ses adaptations en parlant des 4 Fantastiques sortis en 2015. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler qui sont les 4 Fantastiques ? Un peu quand même, non ? Les 4 Fantastiques est une des premières équipes de super-héros à être apparues dans l'univers des comics, puisque leur première apparition remonte à l'année 1961, avec le Fantastic Four numéro 1 et sa couverture maintenant plutôt populaire dans l'imaginaire commun. Depuis, ils ont toujours été omniprésents dans les événements de l'univers des comics Marvel, que ce soit dans leurs séries solo ou durant de grands événements tels que Secret Wars par exemple, où ils ont tous un rôle assez important, et notamment Mr. Fantastic. Malgré tout, il faudra attendre l'année 1994 pour voir une adaptation en live action, avec le film de Ole Sasson ou Roger Corman, comme vous voulez. Un film un peu maudit, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet puisque Nicolas Delage, que vous connaissez très certainement, a déjà fait une super vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment cool. Et c'est un bon complément à celle-ci. On a donc eu le film de 1994, qui est d'ailleurs dispo sur YouTube, pourquoi pas, et ce sera en 2005 qu'on verra enfin une vraie adaptation digne de ce nom des 4 Fantastiques, avec le premier opus de Team Story, qui est d'ailleurs un peu le film que tout le monde pense quand on parle des 4 Fantastiques au cinéma. Un second opus verra aussi le jour en 2007 qui, malgré des notes un peu merdiques comme le premier, a je trouve le mérite d'avoir montré à l'écran un surfeur d'argent plutôt convaincant. Ce qui nous amène au film qui va nous intéresser aujourd'hui, les 4 Fantastiques sortis en 2015, soit 8 ans après le dernier opus. Après le flop critique énorme qu'a été les 2 opus de Team Story, il sera annoncé que la franchise allait subir un reboot, pour on va dire déjà repartir sur de bonnes bases. Josh Trank, connu notamment pour Chronicles, voyez ce film il est très bien, sera alors engagé pour réaliser cette remise à zéro, mais pas pour l'écrire. Ce qui, vous pouvez vous en douter, ne lui plaira pas des masses. Ne pas avoir le contrôle sur ce qui est raconté dans le film que tu réalises, c'est jamais vraiment très cool. C'est pourquoi le bon Josh décidera lui aussi d'écrire sa version du scénario. Du coup, on a d'un côté le scénariste qui a été engagé par le studio pour écrire la version du film qui sera filmée en théorie de base, et de l'autre on a le réalisateur qui a un peu le seum de pas avoir le contrôle sur le scénario de son film, et du coup Balek il écrit sa propre version. Si vous voulez mon avis, tout part déjà pas très bien. Ça donne le ton en vrai pour la suite. Et du coup, je pense que vous pouvez vous en douter, le plus gros souci qui se présentait, c'est que Josh Trank et Jeremy Slater, le gars engagé comme scénariste, avaient des visions et des idées complètement opposées. D'un côté, on avait Trank qui n'avait pas spécialement d'attrait pour les films de super-héros et même plus vastement pour les super-héros tout court, et du coup voulait faire un peu le film comme lui il le voulait, comme ce qu'il avait fait pour son premier film. Et de l'autre côté, on avait Slater engagé par la Fox pour écrire le film, qui voulait partir sur le modèle d'Avengers 1 car le film avait super bien fonctionné et ils estimaient que c'était ça que les spectateurs voulaient voir, et du coup ils voulaient le plus s'en rapprocher. Slater réussira d'ouvrir les yeux entre guillemets à Trank en lui faisant lire plein de comics liés aux 4 Fantastiques, en regardant des films avec lui pour voir sur quel inspi partir, etc., etc. Mais au bout du compte, Josh s'en foutait. Il voulait faire le film comme il en avait envie, quitte à se mettre tout le monde à dos. Le conflit entre les deux loustiques ira quand même assez loin je trouve, puisque dans une optique de garder le plus le contrôle sur son film entre guillemets, Trank empêchera par je ne sais quel moyen toute communication entre Slater et la Fox. Et s'il avait vraiment besoin de parler avec les producteurs, il devait absolument passer par lui. De moins en moins sympa le type en vrai. Pendant tout son passage sur ce film, Jérémy écrira énormément de pages de brouillon, dans les 2000 plus ou moins de ce qu'on sait. Mais seulement 2 de ses ébauches de scénario parviendront au studio. C'est excessivement peu, sachant que c'est lui à la base qui a été engagé par le studio pour écrire le film, pas Trank. Dans la finalité, ce qui devait arriver arriva, Slater quittera le navire après 6 mois de bons et loyaux services. Et Seth Graham Smith et Simon Kinberg, encore lui, décidément il est dans tous les projets foireux, sera engagé pour peaufiner au maximum le scénario, et accessoirement en écrire un tout court.
Lors d'une interview, Tranks révélera plusieurs choses plutôt sympas, comme la durée estimée du film qui était entre 2h et 2h20, mais surtout qu'il s'était beaucoup inspiré de La Mouche et de Scanner de David Cronenberg pour les visuels du film, et que le ton de ce dernier était un croisement entre Tim Burton et Steven Spielberg. Je dis pas qu'il y a pas matière à faire, hein, car des histoires un peu dégueu des 4 Fantastiques ça existe dans les comics, il y a celle-là par exemple, mais il perd pas un peu le nord là, le gars ? On fait un bond dans le temps pour arriver en janvier 2014. Il sera annoncé à cette date que Simon Kinberg avait enfin fini d'écrire le film, et que les castings avaient bien commencé. Et évidemment, du coup, beaucoup d'acteurs et d'actrices seront testés dans les différents rôles. Mais dans la finalité, on aura dans le rôle de Reed Richards aka Mr. Fantastic, Miles Teller, maintenant incroyablement connu pour plein de rôles marquants, tels que Andrew Nyman dans Whiplash, ou encore Bradley Bradshaw dans Top Gun Maverick. Dans le rôle de Susan Storm aka la femme invisible, ça sera Kate Mara, que vous connaissez certainement si vous avez vu par exemple House of Cards. Dans le rôle de Johnny Storm aka la Torche Humaine, Michael B. Jordan, et dans le rôle de Ben Grimm alias la Chose, Jamie Bell. Pour le coup, pour ces 2 rôles, il n'y a pas eu d'autres acteurs testés de ce que l'on sait. Et enfin, pour le rôle du grand Dr Doom aka le méchant du film, ça sera Toby Kebbell qui sera choisi. Et d'ailleurs, si vous voulez une anecdote qui m'a plutôt fait marrer personnellement, pour l'audition qu'a passé Mads Mikkelsen pour ce rôle, la seule chose qu'ils lui ont demandé, c'était d'étirer son bras le plus loin qu'il pouvait. C'est tout. Aucune ligne de dialogue, rien, juste « Tiens mec, tends ton bras », c'est tout. C'est hyper bizarre sachant que c'était même pas pour jouer Reed Richards qu'il était là. Enfin bref. En m'entendant déblatérer tous les membres du casting, certains ont dû se dire un petit truc. Attends, mais Michael B. Jordan c'est un acteur noir ? Et Johnny Storm, c'est un perso qui a la peau blanche dans les comics. Ça veut dire qu'un acteur noir va jouer un personnage qui a la peau blanche ? Eh bien oui, vous avez bien tout compris, et c'est d'ailleurs un élément plutôt important dans l'histoire de ce film, car ça fera beaucoup parler et beaucoup polémique quand ce sera annoncé, au point que Josh Trank recevait régulièrement des menaces de mort via des panneaux d'affiches IMDb. Tout cela avait à l'époque beaucoup affecté le monsieur, étant constamment en panique et gardant même un flingue sur sa table de chevet au cas où. J'étais si putain de parano pendant cette période. Si quelqu'un était venu chez moi, j'aurais mis fin à sa putain de vie. Quand vous êtes dans une optique où les gens veulent vous buter, vous pensez « je vais me défendre ». Alors j'ai pas trop l'habitude de donner mon avis sur ce genre de sujet, car j'estime qu'il ne vaut pas spécialement grand chose et que ce n'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais cette fois-ci je vais le faire car au vu du nombre de commentaires de débiles que j'ai reçus sous ma vidéo sur le film X-Men Dark Phoenix, quand je disais que Bryan Singer c'était une grosse merde sans justifier mon insulte, je pense que là du coup c'est nécessaire pour ne pas avoir encore une fois les mêmes personnes en commentaire. Alors mon avis, c'est que non, ce n'est pas un problème que l'acteur soit noir car le film adapte les comics. J'ai bien dit adapte, donc il peut le faire comme il veut tant qu'il respecte un minimum le matériau source. Le film La Petite Sirène de 2023 avait eu la même polémique, alors que ça n'a pas lieu d'être. Le personnage reste fondamentalement le même dans le fond, juste son apparence change un peu du personnage de base. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire et que vous pensez qu'un perso à la peau blanche doit toujours avoir la peau blanche quelle que soit son adaptation, car ça respecterait pas le matériau source, et en vrai, je vous comprends. Ça se comprend que, par exemple, une nouvelle adaptation de Peter Parker voit le jour au cinéma, et que vous avez envie de retrouver le personnage tel que vous l'avez toujours connu. Néanmoins, je trouve que si cet exemple arrivait et qu'il castait un acteur noir pour jouer le personnage, ça ne serait pas si grave, car ça serait simplement une adaptation nouvelle et différente de ce qu'on en a vu jusqu'à aujourd'hui. Après, mon exemple n'est pas le meilleur, car Peter Parker c'est un peu une vedette si je puis dire. Donc si à un moment ils font une adaptation de Peter Parker noir, ça fera énormément parler, et cela bien plus que ce qui est arrivé avec le film Les 4 Fantastiques. Et surtout que, je rajoute juste quelque chose, de nos jours, avec tous les délires autour du multivers, ça pose pour moi encore moins de soucis une différence entre la couleur de peau d'un personnage dans les comics et dans un live action. Vous l'aurez compris, c'est un débat qui pour moi n'a pas trop lieu d'être et qui m'énerve un peu, je dois l'avouer, parce que ça change pas grand chose la couleur de peau d'un personnage dans une adaptation et dans un film de manière globale. Et là, dans le cas de Johnny Storm, le perso est le même dans le fond, y a rien qui change, juste sa couleur de peau est différente. Et ça fait pleurer. Sachant que, pour le film dont on parle depuis tout à l'heure, Josh Trank voulait à la base une actrice noire pour jouer le rôle de Susan Storm, mais le studio lui a demandé, pour ne pas dire imposé, de garder une actrice blanche pour ce rôle, car il savait déjà que ça allait faire polémique avec le personnage de Johnny, alors avec un second personnage noir, oulala. On va s'arrêter là car c'est un sujet à part entière, mais je pense que vous avez compris mon point de vue et le message que je voulais faire passer. Donc revenons-en au sujet de la vidéo et ne soyez pas cons en commentaire sinon conséquence.
Après son écriture et son casting, le film commencera son tournage le 5 mai 2014 à Baton Rouge en Louisiane. Et si vous vous demandez pourquoi avoir choisi cet endroit précisément dans cet état précis des États-Unis, c'est pas pour un souci d'architecture au niveau de certains bâtiments, etc. Pas du tout, c'est uniquement parce que grâce à ça, ils bénéficiaient d'une incitation fiscale, c'est-à-dire en gros, ils payaient moins d'impôts. Tout se passera relativement bien lors de ce tournage, si on oublie évidemment le comportement qualifié d'erratique de Josh Trank par plein de membres de l'équipe. Et aussi que Simon Kinberg et Hugh Parker ont réécrit la fin du film pendant le tournage. Ouais, en fait, tout ne s'est pas super bien passé. Et ça n'ira pas en s'arrangeant parce qu'arrivé à la phase de post-production, n'aimant pas la coupe du film de Tranks, malgré la fin réécrite en cours de route, la Fox décidera, sans la supervision et l'avis du réalisateur, de retourner certains passages. Il y a un an, j'en avais une version fantastique, et elle aurait reçu d'excellentes critiques. Mais vous la verrez probablement jamais, c'est la réalité. Et l'acteur de Dr Doom révélera lors d'une interview « Je vous le dis, la vérité est que Trank a réalisé un film formidable que vous ne verrez jamais. C'est une honte. C'est une version beaucoup plus sombre, et vous ne la verrez jamais. » Et suite à ça, et dû encore une fois à la rivalité entre la Fox et Trank, le studio engagera Stephen E. Rifkin, un monteur qui pèse un peu vu sa filmographie, pour monter le film tourné à la base, ainsi que les reshoots. Et cela sans que Trank puisse superviser tel qu'il est censé pouvoir le faire étant donné son statut de réalisateur. Ce dernier face à ça essaiera dans un ultime effort d'avoir aussi sa version du film montée, pour essayer de la montrer une nouvelle fois au studio et que peut-être il change d'avis. Mais malgré qu'il ait réussi cette prouesse, sa version du film a été montée, il l'a montrée au studio, mais malheureusement, le studio, une fois devant les deux versions, ils choisiront évidemment la leur, enterrant cette fois-ci réellement 6 pieds sous terre la Trank's Cut. En général, avec ce genre de film, et par ça j'entends les films montrant des super-héros, c'est que le problème à chaque fois, c'est le studio de production. On l'a vu avec The New Mutants, Suicide Squad ou encore X-Men Dark Phoenix, à chaque fois la société a saboté le film entre guillemets par peur par exemple de prendre des risques. Mais là, avec les 4 Fantastiques, c'est différent. Dans une optique de garder les droits d'adaptation de cette équipe de super-héros, la Fox décidera de relancer un film 4 Fantastiques sous forme de reboot. Bien que l'envie à la base de faire ce film n'était justement pas une envie mais plus un besoin, cela ne voulait pas dire pour autant que tout allait se casser la gueule, comme par exemple avec la version de 1994. Ayant produit Chronicle, le premier film de Josh Trank, et soi-disant passant un film ayant fait l'unanimité que ce soit critique ou au box-office, la Fox mettra ce gars derrière le projet, pensant que c'était une bonne idée. Grossière erreur. Bien que très certainement talentueux, Trank est avant tout une personne têtue, qui depuis le début n'avait qu'une idée en tête, faire le film comme il le voulait. Cependant, les 4 Fantastiques c'est une franchise, et non un film comme Chronicle. C'est pourquoi Josh ne pouvait pas agir comme bon lui semble, et cela même s'il était le réalisateur. Car en soi, ce n'était pas vraiment son film, mais avant tout le film du studio, et ça, il s'en fichait, ce qui a affecté le film du début à la fin. Au final, dû à l'ignorance du studio à l'égard de Josh Trank du fait de son comportement très loin d'être professionnel et ok tout court, on a un film hybride entre les différentes versions qu'il y a eu durant la production, celle de Trank, celle de Slater et celle du studio. Le film n'est en soi pas horrible à regarder, très loin de là, mais est très loin d'être qualifié de bon, voire même tout juste de correct. Un des plus gros soucis est qu'il ne respecte pas quelque chose d'essentiel des comics, le fait qu'il soit une famille. C'est l'élément qui distingue le plus cette équipe de super-héros de toutes les autres. Cependant, dans le métrage, on ne ressent absolument pas cet élément pourtant si important. Et même si on pourrait excuser cela par le fait que ça raconte la jeunesse de l'équipe, j'ai envie de dire que justement, ça raconte la jeunesse de l'équipe. Donc c'est censé montrer comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont formés, la romance entre Reed et Suzanne, la relation fraternelle entre Johnny et Suzanne, etc., etc. Là, nous n'avons que de vulgaires bribes, et c'est dommage car du coup le film ressemble à n'importe quel film de super-héros, et par conséquent, pas à grand chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je vais faire une petite pause dans pas longtemps avec les films de super-héros, car j'en ai déjà traité quand même pas mal, et j'aimerais pas que ma chaîne soit spécialisée que dans ça, parce qu'il n'y a pas que ça que je fais sur cette chaîne. Surtout que dans la vidéo sur X-Men Dark Phoenix, je vous avais dit ça à la fin. Je vais pas trop en dire parce que sinon ça va tout spoil, mais je peux vous donner un petit teaser.
Donc il faudrait peut-être que je m'y mette à bout d'un moment. Après, vous pouvez me donner votre avis, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez que je continue à parler de films de super-héros qui sont intéressants à traiter, ou est-ce que vous voulez que je me penche plus à l'avenir sur d'autres types de films? À vous de me le dire en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, car avec le partage des vidéos, c'est ce qui me soutient le plus, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, et aussi vous pouvez lâcher un petit like par exemple. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitter ou encore sur Twitch que j'ai repris il y a pas longtemps, où je fais des petits lives où on joue à un jeu vidéo, où on fait du montage ensemble. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast HS de mes très chers compères Axel et Maël, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo mais pour faire bref, c'est un podcast qui a pour thème d'en avoir un différent à chaque épisode. C'est hyper cool, on fait ça entre potes, vous allez voir, c'est hyper bon délire, donc si ça vous intéresse et que vous voulez donner un max de force, n'hésitez pas à aller voir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!